Je déclare que la séance est ouverte et la parole est au doyen Pierre Tcherkessov, doyen de la Faculté des sciences sociales, économiques et de droit. Merci mon cher Bernard, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis, chers anciens étudiants aussi, que j'ai le plaisir de retrouver ici après quelques années. Il y a des penseurs qui dorment dans les bibliothèques, et puis il y a ceux qu'on n'avait pas prévu de relire et qui, soudain, nous sautent au visage. Michel Villet appartient à cette seconde catégorie. Il pensait contre son époque et nous voilà aujourd'hui rattrapés par sa lucidité. Que dirait Villet d'un monde où tout devient droit ? Le droit au bonheur, le droit à la mort, le droit à l'oubli numérique, ou même le droit à la nature elle-même. Il ne s'en moquerait pas, il en chercherait le sens. Il poserait la question que nous oublions souvent de poser, ces droits sont-ils justes ? Sont-ils compatibles ? À qui s'adressent-ils ? Qui en assume le poids ? Prenons un exemple très actuel, les conflits entre liberté d'expression et respect de la dignité, entre liberté de culte et ordre public, entre droit à la sécurité et droit à l'hospitalité. Les tribunaux sont aujourd'hui sommés de trancher des questions de société fondamentales, souvent sans que le législateur n'ose prendre position. Et dans ces zones grises, que fait le juge ? Il juge. Il arbitre, il pèse, il fait du droit en tâtonnant. Et c'est là que Villet revient. Villet revient à contre-courant de tant de certitudes juridiques modernes. Pour lui, le juge ne se contente pas d'appliquer une règle. Il ne se réduit pas à une bouche qui répète des textes. Le juge est un artisan du juste. Il travaille avec les mains dans la matière humaine, il écoute, il interprète, il discerne. Autre exemple, l'intelligence artificielle dans les décisions de justice. On développe, vous le savez, des algorithmes capables d'anticiper des décisions, d'appliquer des barèmes. Cela impressionne, mais Villet nous mettrait en garde. La justice ne se programme pas. Le juste n'est pas une donnée, c'est un jugement. Il n'est pas dans les chiffres, mais dans la singularité des situations humaines. Et que dire des débats sur la loi et la légitimité ? Nous avons vu ces dernières années en France, comme ailleurs, monter une forme de méfiance envers le droit lui-même, comme si le fait d'avoir une norme ne suffisait plus à lui conférer autorité. Villet l'avait vu venir, un droit sans fondement philosophique, sans ancrage anthropologique, finit par se vider de son sens. Il devient un outil de pouvoir ou un miroir des passions du moment. C'est pourquoi Michel Villet, loin d'être un penseur du passé, nous tend aujourd'hui un miroir. Il nous oblige à repenser notre rapport au droit, non pas comme à un instrument, mais comme à une quête lente, imparfaite mais essentielle, celle du juste. Alors ce soir, nous avons la chance d'ouvrir cette réflexion à l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif Michel Villet à l'aune de la modernité, dirigé par Stamatios Tzitzis, que je salue, et Thomas Siré. Et nous avons le privilège d'accueillir 3 intervenants qui feront résonner cette pensée dans les débats d'aujourd'hui. Donc Stamatios Tzitzis, le professeur Maxime Breneau et mon collègue de la Faculté de sciences sociales, d'économie et de droit, Victor Pou. Et je remercie également le professeur Bernard Bourdin qui présidera nos échanges. Dans un monde pressé, Michel Villet nous invite à la lenteur du discernement. Dans un monde saturé de droit, il nous rappelle qu'aucun droit n'a de valeur s'il ne s'inscrit dans une idée du juste. Dans un monde juridique instable, il redonne aux juristes un rôle fondamental, celui de chercher, avec prudence, avec exigence, ce qui est équitable. Je vous remercie.
Merci, cher Pierre. Merci, monsieur le doyen. Puisqu'il me revient l'honneur de présider cette séance, eh bien, elle va commencer après cette passionnante introduction. Déjà, elle nous met dans le vif du sujet. Je n'ai guère plus grand-chose à ajouter, si ce n'est que, au fond, nous vivons depuis très longtemps, ou assez longtemps, sous l'empire du positivisme juridique. Et évidemment, Michel Villet a marché à contresens de cette approche. Il parlait des fondements philosophiques du droit, évidemment, qu'il y a là un véritable débat, une véritable discussion, et certainement que nous aurons ce soir, et que je formulerai ainsi: dans quelle mesure le thomisme juridique de Michel Villet, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, c'est la référence à Thomas d'Aquin, peut-il relever le défi d'une autre philosophie du droit? C'est certainement la question, mais il y en a sans doute d'autres. En tout cas, c'est celle que je suggère. Et dès maintenant, donc, je voudrais céder la parole au professeur Stamatios Tzitzis, sans qui d'ailleurs, enfin, avec le professeur Bruno, qui... pardon, oui, enfin, vous avez participé, vous aussi, quand même, l'ouvrage. Mais oui, c'est le professeur Tzitzis et Thomas Siret qui ont co-dirigé cet ouvrage. Et donc, sans eux, évidemment, cette séance académique n'aurait pas lieu ce soir. Donc, je cède la parole d'abord au professeur Tzitzis. Ensuite, je propose que vous preniez la parole, le professeur Siret. Et décidément, Bruno, oui, ma confusion est totale. Et donc Victor Pou qui achèvera ce cycle d'intervention. Et puis ensuite, la discussion pourra être entreprise avec vous-même, ici présent dans cette assemblée. Voilà, donc Stamatios. Merci. Alors, je voulais vous dire, moi, je laisserai les côtés scientifiques, les côtés juridiques et les côtés artistiques, puisque vous savez que le droit n'est pas seulement une science, le droit est un art, l'art du magistrat. Et on va vous expliquer, les doyens Tcherkessov a effleuré les sujets. Il connaît très bien Michel Villet, il est très pudique, très pudeur, il a beaucoup le sens de la pudeur. Là, les droits ne se réduisent pas à une science, mais à l'art du magistrat de faire un juste partage entre les trop et les trop peu, et grâce à sa prudence, la prudence du juge, la phronésis, il va chercher ce qui est juste et non pas ce qui est dans les lois. Moi, d'abord, je commence par vous dire combien je suis touché de voir de mes étudiants ici, de mes anciens étudiants, là, qui me sont fidèles, et les étudiants du master de l'Université Paris 2, qui sont là, qui nous ont fait l'honneur de venir et d'assister. Et je me dis, je parle de mon maître, ce n'est pas pour rien. Il impressionne toujours. Et à cette occasion, de rappeler qu'il y a deux de mes nouveaux amis. Là, excusez-moi si je les appelle Pierre Hugues et... vous me rappelez votre nom, votre prénom? Arnaud. Pierre Hugues et Arnaud. Je n'ai pas retenu les noms, j'ai les prénoms, qui avaient déjà organisé un colloque sur l'orthodoxie vilaine qui était François Valençon. Et à cette occasion, on ne peut pas parler de François Valençon, ils l'ont fait exprès. Ils ont parlé de Michel Villet à l'Institut de France, si vous voulez. Moi, je laisserai les côtés scientifiques à mon ami le professeur Brenon, qui a fait sa thèse sous la direction d'un grand ami de Monsieur Comte, qui était pénaliste, et que je voyais souvent à l'Institut de criminologie. Et comme lui, il est juriste
et cela ne veut pas dire qu'il n'est pas philosophe, j'avais retenu que la philosophie ne l'intéressait pas beaucoup, sauf que je me suis trompé. Heureusement qu'il me l'a rappelé. Et en plus, qu'il aime beaucoup Villers et qui s'intéresse à la philosophie au premier chef. Et j'en suis très honoré. Et lorsque je fais appel à son aide, il était présent. Alors c'est une amitié, et je pense ne pas la démentir, là qui nous lie, comme je connaissais très bien, ça fait 15 ans que j'enseigne à l'Institut catholique de Paris. Bien sûr, qui ne connaît pas le professeur Bernard Bourdin, mais je n'ai jamais eu l'occasion de faire sa connaissance. Et grâce à ces colloques, on a fait une plus ample connaissance. Bon, et ce qui est formidable, c'était comme Villers, il a un côté grec. Là, ça m'a fait énormément plaisir. Si vous voulez. Et ce qui me surprend, c'est que je découvre quelqu'un qui est féru des études de Michel Villers. Là, vous voyez, je ne parlerai pas du doyen, quand même. On est des amis depuis longtemps, et c'est lui qui a fait sa thèse à Paris 2. Il n'a pas connu Michel Villers, sans doute, mais il a lu Michel Villers. Là, le doyen Tcherkessov. Et grâce à l'initiative du professeur Bourdin et avec la bénédiction quand même du doyen et l'assistance de mon ami Victor et de mon ami Maxime, voilà, on réalise cette séance. Je laisserai les soins à nos trois interlocuteurs, et moi je vais vous parler des choses qu'on ne connaît pas de Michel Villers, parce que j'avais une double chance. D'abord, j'ai été étudiant de Michel Villers, un des étudiants, et souvent je n'étais pas d'accord avec lui. Et là, la deuxième chance que j'ai eue, c'est d'être un grec, puisque Michel Villers était plus grec que moi et les Grecs, et il ne jurait que sur les Grecs. Et comme lui, c'était ou tout ou trop, il me disait souvent, il m'invitait chez lui à prendre les cafés, mais ce n'était pas pour les cafés, c'est pour me taquiner, et il voulait me voir fâché, ça l'amusait, c'est tout à fait grec. Et sa femme était professeure de grec, vous voyez, Madeleine Villers. Alors, il m'invitait chez lui et il me provoquait. Alors, Michel Villers ne jurait que sur Aristote. Il invitait beaucoup de monde. Il y avait un séminaire au Centre de philosophie du droit. Le séminaire de philosophie, c'était le mardi. Là. Et je sais, certaines fois, j'étais étudiant, j'étais en retard, j'avais d'autres cours, et il cherchait, ici, c'est là, on ne vous inquiétez pas, il va venir, il est en retard. De toute façon, il est grec. Voilà. C'était ça. Et Michel Villers m'avait dit, ça c'était chez lui, écoutez, il a invité des anglo-saxons, des marxistes, des phénoménologues. Je me disais, mais pourquoi il les invite là? Et après, j'ai compris ce qu'il voulait faire. Alors, je lui ai dit, mais il y avait un professeur, je ne vous dirai pas le nom, qui était professeur de philosophie analytique. Alors, j'ai dit, mais écoutez, monsieur Villers, moi, je ne l'ai pas compris. Elle m'a dit, c'est pas grave, moi non plus, mais je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est le côté de Villers, ou tout ou rien. Après Aristote et saint Thomas d'Aquin, tout ce qu'on a raconté était des bêtises. Alors, vous voyez, ça résume les personnages. Il n'a pas dit à l'université. Alors, ce sont les contradictions et les provocations. Michel Villers a fait son livre, un livre que je vous recommande. Je pense que le professeur Breno et monsieur, mon ami Victor Pou vont en parler, sur les droits de l'homme. Ça, c'était les grands dada. Il a dédié à Jean-Paul II. Mais dans son introduction, il a critiqué Jean-Paul II concernant sa conception sur les droits de l'homme. Ça, c'était Michel Villers.
Voilà, le sens de la provocation. Alors, comme on avait des discussions, j'ai dit, mais écoutez, arrêtez, maître. Il m'a dit, non, non, je ne suis pas maître. Moi, il ne voulait pas, il n'aimait pas ce titre. Il était assez pudique. Je dis, écoutez, là, il y a quand même un courant, là, qui dit des grandes vérités, qui étaient les sophistes. Et Michel Villet m'a dit, les sophistes étaient les plus intelligents que tous les autres philosophes. Je dis, oui, mais vous ne jurez que sur Aristote et Saint Thomas d'Aquin. Et la réponse de Villet, on était chez lui. Madeleine, est-ce que le café est prêt? Il ne voulait pas répondre. Non, mais je le connaissais déjà, Michel Villet. Là. Alors, ce que j'ai à dire, et ça sera repris par le professeur Bruno et par l'autre professeur, qui est M. Pou, Victor, là, les grands sujets, les droits de l'homme et la propriété. La propriété, il avait des conceptions. Pourquoi je ne pouvais comprendre pourquoi un catholique légitimiste, traditionnaliste, détestait les droits de l'homme, carrément, il détestait les droits de l'homme, là, alors que ça faisait partie quand même du christianisme, du catholicisme. Voilà. Et j'ai compris. Après, j'ai compris. Mais il fallait avoir des discussions, avoir des querelles. Alors, il disait, bon, le meilleur interprète d'Aristote était saint Thomas d'Aquin. Je dis, mais écoutez, monsieur Villet, saint Thomas d'Aquin ne parlait même pas le grec. Et il m'a dit, il avait lu la meilleure des traductions. Je dis, pourquoi vous les... Je le sais, pourquoi vous étiez là? Vous êtes aussi vieux que ça, à cette époque-là. Ça l'amusait, Villet. Ça l'amusait que je les taquine, que je les mette en colère. Là. Et grâce à cette discussion, cet échange, il était dialectique. Hein. Il fallait qu'on se comporte comme des Grecs. À un moment, je fais une régression, il m'a mis tellement en colère, il y avait Madame Villet qui était dans ma cuisine, et elle arrive, elle m'a dit, mais Titis, vous n'allez pas quand même tuer mon mari? Je dis non, rassurez-vous madame, il y a une distance. Il est grécophile, je ne pourrai jamais tuer quelqu'un qui est plus grec que moi. Rassurez-vous. Ah bon, je continue la préparation du café. Et j'ai compris, après des discussions, il ne voulait pas le dire, il ne voulait pas être sectaire. Lui, ce qu'il critique, ce ne sont pas des droits de l'homme. Il accepte les droits de l'homme. Mais comme saint Thomas d'Aquin, il a dit, il y a les droits qui relèvent du juge et qui ne contredit pas les grandes lois morales et la religion catholique. Ce qui nous intéresse dans une société, c'est le juste partage, c'est cet art. Le droit est un art que les juges font pour que ce que chacun mérite lui revienne. Alors, et j'ai remonté à cette idée, les droits pour Villet et pour les Grecs, et pour saint Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin ne peut pas ne pas être dialectique, c'est-à-dire fruit de controverses, fruit de l'esprit critique, fruit d'une distribution juste. Ça ne peut pas être une sorte d'axiome qui s'impose et qui se trouve en nous-mêmes. Le droit ne peut pas être en nous, la morale peut-être, la religion peut-être, tout ce que vous voulez, mais non pas les droits. Le droit est extérieur à nous et on les cherche, non pas dans les lois, mais dans la prudence du juge qui est un psychon dikaion, les droits animés. Or, Occam, pour qui j'ai une profonde admiration, il était le premier qui a parlé du droit naturel, mais en même temps, il a parlé du droit de l'homme. Les droits de l'homme qui viennent de Dieu et qui se trouvent en nous-mêmes. Alors, on ne peut pas alors séparer le droit juste du droit naturel et des droits naturels qui viennent
du droit naturel. Mais ces droits naturels, c'est le potestas, le pouvoir qu'on a sur une chose. Et tous, nous avons la même potestas parce que tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais ce n'est pas ça les droits. Là, ça peut être un droit moral, une loi morale, mais ce n'est pas les droits qui est dans la société. Il ne voulait pas, il n'accepte pas, et à juste titre, que les droits et le juste partage est un méçonne, un milieu, juste milieu en les trop peu et les trop que les juges, qui appellent les juges à faire la bonne distribution. Voilà pourquoi Villers, à travers saint Thomas d'Aquin, pour lui, saint Thomas d'Aquin, je ne sais pas s'il avait tort ou droit, je ne sais pas, c'est notre ami le professeur Bourdin qui est beaucoup mieux placé que moi pour nous le dire et faire la discussion. Et cher Bernard, je vais trouver toujours des choses, même si je suis parfaitement d'accord avec vous, pour vous contrarier et faire quand même une discussion dialectique. Hein. Oui, il faut. Je vais faire la même chose avec mon ami Maxime, qui va nous parler des droits de l'homme en ce qui concerne... Non, pas trop avec Victor. Pour moi, Victor, c'est quelqu'un qui respire la sainteté sainte. Voilà, ça, et je ne vais pas le contrarier. Voilà, mais je pourrais contrarier mon ami Bernard. En ce qui concerne notre doyen, on se connaît très bien. Chaque fois qu'on se voit, là, on se bagarre, mais amicalement et fraternellement. Il doit être quand même fatigué de me subir, et j'admire son courage de me subir et de me faire des sourires. Même si les sourires sont un petit peu le fait qu'il est extrêmement poli. Mais je ne peux pas dire qu'il ne m'aime pas. N'est-ce pas, monsieur le doyen, hein? Il ne répond pas. Bon, alors, passons-en. Alors, cher Bernard, moi j'ai terminé. Donnons la parole à nos deux invités. Ils ont des choses beaucoup plus intéressantes à nous dire que moi et vous aussi. On vous écoute avec beaucoup d'attention. Ah, une chose qui est essentielle, j'ai oublié de vous dire. Lorsque Villers est mort à 88, mon professeur, mon directeur de thèse, Villers me suivait, il voulait me suivre, mais mon directeur de thèse était Yvonne Bourgère, une grande amie de Michel Villers, m'a écrit une lettre en disant « Michel Villers est mort dans son sommeil ». Là. Et il y avait un de professeur, un jeune professeur qui était extrêmement gentil, mais qui appartenait à un autre courant de pensée. Je l'ai vu chez lui, il est très gentil, je voulais lui demander, j'étais à l'époque maître de conférence, chargé de recherche, de m'accueillir dans son laboratoire, puisqu'au CNRS, il fallait avoir un laboratoire d'accueil. Hein. On ne pourrait pas être à l'université si on n'avait pas une adresse administrative. Et il m'a dit, écoutez, messieurs, vous êtes la dernière génération qui a connu, vivant, Michel Villers. Après vous, est-ce qu'on parlera de Michel Villers? Je dis, écoutez, il y a une réponse. Là, je suis sceptique, je n'en sais rien. Mais ma conviction profonde, qui ne peut pas être démontrée, c'est par intuition, si, beaucoup plus qu'on ne parle. Nous sommes la première génération. La première génération, les assistants, c'était celui qui représente l'orthodoxie vilaine, c'était François Valençon. Malheureusement, il nous a quittés, il est mort du Covid il y a 3 ans. Les générations d'après, il y avait les générations qui n'ont pas connu Michel Villers, Paolo Ferreira d'Acuna, deuxième génération, hein, qui a fait sa thèse à Paris 2, qui est la grande étoile du Portugal et du Brésil, qui est professeur, qui est juge, alors, et qui jure
sur Michel Villet. Vous ouvrez ses livres. Il a écrit plus de 40 livres. Bibliographie, c'est Michel Villet. Deuxième génération, si vous voulez. Troisième génération, là, c'est la génération de mon ami Maxime Breno et de Victor Pau, qui parlent de Michel Villet. Même s'ils ne sont pas très, très philosophes, ils sont juristes, on ne peut pas se passer de Michel Villet. Ça, c'est la troisième génération. Quatrième génération, j'ai le plaisir d'avoir, outre les personnes que je ne connais pas, le plaisir d'avoir deux de mes poussins, là, qui préparent leur thèse. C'est Julien Navarre et Trognier Arthur, là, qui ont écrit dans un petit article, les deux, ils ont collaboré, pour écrire un article dans les livres sur Michel Villet, qui sont des doctorants, si vous voulez, et qui sont férus de Michel Villet. Vous voyez, et ça ne sert à pas la quatrième génération. J'ai eu l'occasion et le bonheur d'assister à un colloque que le professeur, j'ai oublié, troisième génération, c'est Stéphane Boson, qui est un ami, qui a consacré sa thèse à l'œuvre de Michel Villet, sous la direction d'un ami de Michel Villet, Francesco D'Agostino, qui a été publié et en Italie, et en italien et en français, qui a publié Melkevic, l'étudiant de Villet, qui est directeur de deux collections. Tout de suite, on était ensemble, on a fait des études. La thèse de Boson me revient, je la publie en français aux éditions Laval. Qui, Laval, par hasard, se nomme la première Sophia, et la deuxième, quelle est la deuxième, Pierre? Pull. Comment? Pull. Non, c'est pas Pull, oui, Pull, c'est la maison. C'est Sophia, et là où votre thèse doit paraître. Oui, alors, voyez. Maxime. Ça va me revenir. Oui, alors. Diquet, voilà. Alors, vous voyez, quel oubli, je suis fatigué, je suis un petit peu ému à cause de cette rémémoration qu'on fait et l'hommage à Michel Villet. Tout à fait par hasard, même lui, même si l'erreur est humaine, comme je lui dis, mais comment ça se fait, tu étais étudiant de Villet, là tes recherches sont assez éloignées. Il m'a dit, mais je suis fidèle à sa mémoire et je suis prêt à aider pour toute publication qui concerne Michel Villet. Je dis, bon, écoute, depuis que tu es venu les Norvégiens, tu es venu au Canada, on est très amis, il y a l'effroi qui t'a tapé sur la tête. Bon, ce n'est pas grave, on te pardonne, on est de bons chrétiens. Voilà ce que je voulais vous dire. Et il y aura d'autres personnes. Il y aura une 5e génération, il y a une 7e, et même après nous, on va parler de Villet. On les voit en Italie, qui lui a consacré l'université de Rome, c'était Agatha Amato, qui connaissait Villet. Il y avait des professeurs de Teramo, des professeurs de Naples, qui sont venus assister à ces colloques. Ce n'est pas possible d'oublier Villet, parce que Villet est toujours actuel. Ça, c'est l'esprit. Et si vous me permettez, je terminerai. C'est bien sûr, c'est l'esprit français, mais c'est l'esprit de son adoption, c'est l'esprit grec. Bon, voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Voilà ce que je voulais vous dire pour cerner le personnage. Merci, cher Stamatios, d'avoir introduit avec autant d'esprit savant et de chaleur humaine en même temps cette séance académique sur Michel Villet. Donc je cède maintenant la parole au professeur Breno. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement le doyen Gerkesov et mes collègues de m'accueillir en ces murs où je ne suis pas venu depuis 14 ans. Et ça me fait plaisir de revenir. Il y avait un cocktail à l'époque et il y avait Feu Jean-Louis Debré qui avait décerné des prix littéraires pour la conférence Olivain. Et j'ai souvenir du début de la soirée, mais pas de la fin, car le cocktail était chargé. Je remercie aussi beaucoup mon ami Stamatios Sissis qui a eu la gentillesse, j'allais dire la mansuétude à mon égard, de m'associer à ce travail
et notamment à cette réunion ce soir, alors même que je ne suis pas du tout un spécialiste de Villet, je suis un villéiste du dimanche, et cela prouve son attachement et la fidélité que, par ailleurs, je lui rends en retour. Je suis venu vous parler dans les murs de la Cato du petit livre rouge. Qui dit petit livre rouge dit d'où parles-tu, camarade? Je parle de ma place, à savoir que je ne suis ni philosophe, ni historien du droit, et je ne suis même pas civiliste, car, damnation suprême, je suis spécialiste de droit pénal. Autant dire que Michel Villet, à l'origine, ce n'est pas censé être mon point d'ancrage intellectuel à l'université. Et puis, j'avais malgré tout ressenti au fil de mes années d'études, et puis les premières années de recherche, une forme d'assèchement intellectuel. J'appartiens à une génération qui est sans doute la première à ne pas avoir fait ses humanités et à avoir eu des professeurs qui n'étaient pas totalement férus de latin quand on avait eu la chance d'avoir un cours de latin à l'école. Je ne parle même pas du grec, je n'en ai jamais fait. Donc, Stamatios disait de Michel Villet qu'il avait lu Aristote dans Thomas d'Aquin, et moi j'ai lu Thomas d'Aquin dans Michel Villet. Il faut se rendre compte donc de cela pour partir du principe que peut-être je sortirai d'énormes sornettes, mais après tout, c'est quelque chose d'assez répandu à l'université, surtout chez les pénalistes. Pourquoi Michel Villet ? Pourquoi Michel Villet ? Parce que je me souviens qu'au début de ma thèse, un très cher camarade devenu collègue m'avait offert pour mon anniversaire la formation de la pensée juridique moderne. Et je me souviens avoir été ébloui par ce que j'y lisais, d'abord parce que c'était très clair, et j'avais l'impression d'être intelligent, c'est le talent de Michel Villet. Il nous fait un peu diffuser son intelligence dans notre modestie initiale, et il nous garde cependant de tout orgueil, puisque malgré tout, il garde la main sur ce qui est intelligent. Et puis, dans la foulée, je passais dans une librairie rue Soufflot, et ceci venait d'être réédité. Et à la fin de ma thèse, je m'ennuyais un petit peu, évidemment. J'ai lu Le droit et les droits de l'homme, et j'ai trouvé ça remarquable, parce que sous une forme beaucoup plus ramassée, bien sûr, que la formation de la pensée juridique moderne. Et il me semble-t-il, c'est dans ce livre qu'il lève quelques ambiguïtés de ses œuvres précédentes. Alors c'est paradoxal, parce que c'est probablement le livre qu'on lui a le plus reproché. C'est le livre qui fait l'objet de plus de malentendus, sans doute en particulier de gens qui ne l'ont pas lu. Et on l'a reproché à Villet d'être ennemi des droits de l'homme. C'est tout juste si on ne le disait pas, ennemi du genre humain. Il me semble que, comme l'a dit Stamatios Issis, il suffit de lire les 3 premières pages pour comprendre qu'il n'en est rien, puisque Villet, et ça va être toute la thèse de ce livre, Villet va agir, j'allais dire, en linguiste. Son obsession dans ce livre, ce n'est pas de critiquer les finalités poursuivies par les thuriféraires des droits de l'homme. Il leur laisse leur religion et il ne renie pas le fait qu'il puisse y avoir une forme de charité derrière la défense des droits de l'homme. Michel Villet, dans ce livre, veut faire un effort particulier d'exactitude lexicale. Et c'est parce qu'il est historien et parce qu'il est philosophe qu'il se permet de remettre à leur place ceux qui, peut-être un peu trop facilement, utilisent l'expression droit de l'homme avec un plan. Alors, le livre est en 10 parties, mais en réalité c'est un plan en 2 parties dans son livre. Il dit, pour comprendre cette notion de droit de l'homme et, à son sens, partir sur le terrain de son aberration sémantique, il faut savoir ce qu'est le droit et il faut savoir ce qu'est l'homme. Et toute la recherche initiale de ce livre est une, me semble-t-il, synthèse, une clarté parfaite de tout ce qu'il a fait avant sur cette notion de droit, à partir évidemment d'Aristote très largement connu à travers saint Thomas, on l'a dit. Mais il faut vraiment insister là-dessus, Villet ne fait pas partie de ceux qui critiquent les droits de l'homme pour favoriser un retour schmittien à un droit d'exception ou pour balayer d'un revers de main l'idéal de liberté que peuvent avoir les hommes. Villet n'a aucune complaisance à l'égard du totalitarisme, et je dirais même que lorsque vous lisez le début du bouquin, la nouvelle droite en prend beaucoup pour son grade. Villet tient dès le départ à se démarquer de ce que pouvait être Alain de Benoît à l'époque. Benoît a beaucoup évolué aussi, et je pense qu'aujourd'hui, la Nouvelle Droite lit Villet plus volontiers qu'il y a 40 ans. Mais Villet s'en démarque très notablement
parce qu'il est là pour faire de l'histoire. Il n'est pas un militant dans cette affaire, et c'est ça qui est assez étonnant, alors que le titre et l'adresse à Jean-Paul II pouvaient laisser supposer le contraire. La thèse, elle est donc simple, elle procède d'une ambition de linguistique juridique, comme aurait dit le doyen Cornu, c'est que les droits de l'homme, au fond, sont une notion mal nommée. Dès le départ, il met les pieds dans le plat en évoquant des débats qui ont lieu dans les universités anglo-saxonnes. Il évoque la question du Human Rights Talk, qui est suspect d'être meaningless. Dès le départ, dès la page 2, il met les pieds dans le plat. Et donc, il annonce que ce qu'il va avoir comme début de controverse en France, en réalité, c'est une controverse qui existe déjà dans d'autres pays, les pays anglo-saxons, pour lesquels il a une sympathie naturelle en vertu de ce que la common law lui semble être un peu plus fidèle à l'héritage de ce qu'était le droit romain dans sa pratique que le légicentrisme à la française. Cette notion mal nommée de droit de l'homme, elle serait surtout parasitée, d'après Villet, par des erreurs explicables historiquement et par alternativement un oubli ou une trahison, c'est selon, trahison parce que traditore, du corpus iuris civili. D'abord, une erreur quant à ce qu'est le droit lui-même. Stamatios l'a dit, pour Villet, le droit, c'est to dikaion. C'est Villet qui va jouer son va-tout sur le livre 5 des Éthiques à Nicomaque, qui vont constituer à ses yeux la source, l'âme et la chair de ce qu'est le droit, au sens classique du terme, au sens européen du terme, puisqu'il insiste beaucoup sur la tradition, la transmission de la Grèce à Rome et de la Rome à l'Europe. Et en poursuivant l'analyse des finalités des œuvres de justice, dikaiosune, Aristote se trouve conduit à élucider le concept de droit, to dikaion. Villet en fait des pages et des pages et des pages, et il enfonce le clou chapitre après chapitre pour bien vérifier que vous avez compris ce dont il s'agissait. La première erreur dont découlent les droits de l'homme d'après Michel Villet, c'est une erreur qui consiste en une double rupture avec to dikaion. C'est d'abord une rupture par objectivation, une rupture qui est celle en réalité du droit objectif au sens du positivisme et encore plus au sens du normativisme, qui va tendre à confondre notamment le droit et la loi, c'est-à-dire la justice et le pouvoir imposé par le prince et par la norme écrite. Et alors que Villet, lui, il insiste beaucoup là-dessus, il y a une phrase qui m'avait marqué dans le livre. Il vous dit que ius vient de justitia, la justice, et non pas de iubeo, j'ordonne. J'aime beaucoup ce passage. Il y a aussi une rupture avec to dikaion, mais d'un point de vue subjectiviste, évidemment, puisque la grande affaire de Villet, c'est la dénonciation de la notion de droit subjectif. Le droit n'est plus, avec le droit subjectif, le résultat d'une relation avec une répartition équitable entre deux plaideurs. J'insiste sur le mot plaideur parce que Stamatios l'a dit, ça se passe devant le juge, ça se passe dans le cadre d'une procédure. Le droit devient ici une prérogative subjective d'un individu, le droit à. Ce slogan « droit à » a le don d'agacer Michel Villet. Parmi les expressions de cette erreur, Villet évoque notamment le fait que les romanistes modernes aient falsifié la formule classique « ius sum cuique tribuere », attribuer à chacun son droit, son dû, en substituant au verbe tribuere le verbe redere, rendre au prochain, rendre à chacun ce qui lui est dû, comme si on savait à l'avance la consistance de la dette. Non, pour l'exclamation, nous dit Villet, l'office du juge n'est que d'attribuer, donc déterminer les iura respectifs de chaque citoyen. Et plus loin, il poursuit. Le métier juridique n'est pas une déduction opérée à partir des lois impératives. Il est travail de connaissance. Le dikaion est lui-même chose que le juriste devra découvrir par l'observation d'exemples empruntés à la réalité sociale, plus souvent injustes que justes, qui pour la plupart dévient de la justice. Là-dessus s'exerce la méthode de la controverse dialectique. Villet va souligner aussi une erreur, une falsification moderne quant à ce qu'est le droit naturel, ius naturale. Les droits de l'homme sont naturels et imprescriptibles, vous le savez. C'est ainsi que la notion est formulée depuis 1789 dans un texte dont, paraît-il, il est de droit positif puisque appartenant au bloc de constitutionnalité. Dénaturation du droit naturel, de la notion de droit naturel, au moins depuis Hobbes, mais en réalité un peu avant déjà, à partir d'une notion qui, si on la prend dans sa racine
pure, au fond, n'a pas grand intérêt, grande portée à Rome pour les juristes. Voilà ce que dit Villet du Ius Naturale dans le Petit Livre rouge. L'expression de droit naturel ne signifie pas au digeste un ensemble cohérent de règles, soi-disant tirées de la raison subjective de l'homme et susceptibles de former un bloc unitaire, mais désigne un ensemble de choses. Selon la curieuse formule d'Ulpien, il serait constitué de rapports juridiques entre tous les êtres animés, bêtes y comprises. Idée que la doctrine moderne a tout à fait abandonnée, il y aurait déjà chez les animaux des rapports quasi-juridiques entre le mâle et la femelle, ou des petits oiseaux avec leurs parents, etc. Considération théorique qui pourrait retrouver quelque actualité, me semble-t-il, auprès de spécialistes de sociologie animale, là c'est lui qui parle, mais pour un juriste dépourvu d'intérêt pratique. En somme, le droit naturel classique, romain, pour Villet, n'a rien à voir avec le droit naturel des modernes, et sur lequel non seulement les tenants des droits de l'homme, mais aussi, sans parler des droits de l'homme, une certaine part des juristes catholiques se font une idée sans doute erronée, si j'en crois du moins Michel Villet, puisqu'il ne s'agirait pas de vrais droits fondant la légitimité du droit sur la nature divine ou la nature humaine, mais d'une forme de considération éthologique sur une justice lato sensu dans le rapport de l'homme à l'environnement, à ce qui l'entoure. Et peut-être ce sens archaïque du Ius Naturale aurait-il retrouvé ses lettres de noblesse si Villet avait vu naître, mais il est mort en 88, avait vu naître l'émergence des contentieux environnementalistes devant les tribunaux et voir surgir en doctrine le discours sur les communs, je pense à ce qu'écrit Alexandre Zabalza en ce moment, ou sur la personnification de l'animal qui pourrait avoir un rapport juridique avec l'homme. Je renvoie à ce qu'écrit Jean-Pierre Marguenot depuis déjà quelques décennies. Troisième erreur, d'après Michel Villet, qui explique le biais sur la notion de droit de l'homme, c'est la question des biens à répartir. To dikaion, c'est une répartition des biens. Les biens à répartir, qui sont l'essence du dikaion, du ius, pour Villet, le droit, il suppose la répartition des biens extérieurs. Stamatios l'a rappelé. Or, le droit subjectif, et singulièrement les droits de l'homme tirés de la nature humaine, ne concernent pas seulement des biens extérieurs, mais au contraire aussi l'intérieur, le consubstantiel à l'homme, le fort interne. Or, pour Villet, il insiste, le droit suppose pour lui la relation et la répartition. Page 154. Le droit est rapport entre des hommes, multilatéral. Que vous en ayez ou non conscience, quand vous faites usage du mot droit, il s'agit d'une relation. Comment pourrait-on inférer une relation couvrant plusieurs termes, d'un terme unique, l'homme? Était-il possible, sans contradiction, de procéder au mélange de ces deux idées, l'homme au singulier, la nature générique de l'homme et la notion de droit, qui est nécessairement plurielle et multilatérale? Pour Villet, on ne peut pas comprendre les droits de l'homme, qui sont, insistons pour lui, une aberration lexicale, sans comprendre les ambitions politiques des deux principaux inventeurs, même s'il y a des matrices, il fait remonter ça singulièrement à Adam Scott et Dockham, mais pour lui, les deux grands metteurs en scène des droits de l'homme, c'est Hobbes, évidemment, et John Locke. Et on ne peut pas comprendre ça sans voir les ambitions politiques et peut-être les mécènes de ces deux auteurs, puisque Villet insiste beaucoup sur le fait que Hobbes, qui va forger la notion de droit de l'homme pour décrire l'état de nature dont il faut sortir, pour éviter la guerre de tous contre tous par confrontation de la liberté de chacun avec celle de son voisin, pour justifier le contrat social, évidemment, qui limite les libertés par la loi du souverain, eh bien cette thèse sert singulièrement et particulièrement le mécène de notre cher Hobbes, qui est le roi, qui est la famille Stuart. John Locke, à l'inverse, va forger les droits de l'homme comme des properties on his own person, à l'état de nature. État de nature, et cette propriété sur soi et sur ce qui nous entoure va être prolongée à l'état civil. Il n'y a pas de rupture entre la nature et le civil chez Locke. Ça va être prolongé à l'état civil et l'État, qui est l'objet du contrat social, et sa police doivent assurer la protection des propriétés naturelles, en quelque sorte, en rognant le moins possible sur nos libertés. Et ça tombe bien, Locke est du camp adverse au Stuart. Locke est celui qui veut renverser, avec la Révolution, une monarchie devenue trop autocratique à ses yeux, qui veut justifier naturellement aussi la fortune des plus riches, le camp des bourgeois. Encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que Villet s'inscrit en faux contre ce pourquoi les droits de l'homme peuvent être utiles, par exemple la protection contre les excès d'un pouvoir arbitraire. Sauf qu'il déplore qu'on en passe par cette notion impossible pour le faire.
Il appelle de ses voeux à ce qu'on trouve autre chose, un autre mot, une autre notion, un autre concept pour servir le rôle qu'on a assigné aux droits de l'homme. Et c'est là qu'est admirable d'humilité ce professeur qui est déjà en fin de carrière lorsqu'il écrit cet ouvrage. C'est qu'il avoue qu'il n'a pas trouvé. Il avoue qu'il déconstruit, qu'il ne pourra pas reconstruire parce qu'il n'a pas encore trouvé. Et il ne sait pas si on trouvera quelque chose à substituer à ce vocable « droit de l'homme ». Nous n'oublions pas, dit-il, que les droits de l'homme sont opératoires, qu'ils sont utiles aux avocats d'excellentes causes, qu'ils protègent les abus du gouvernement et de l'arbitraire du droit positif. Si par impossible on rayait ce terme de notre vocabulaire, encore faudrait-il le remplacer par un autre moins inadéquat, nous ignorons lequel, tel est notre problème. Tout est dit. Et il insiste, puisque nous sommes en 83, sur les dissidents de l'URSS qui invoquent les droits de l'homme, parce qu'encore une fois, quand le pape, le livre lui est adressé, c'est parce que le pape vient de parler des droits de l'homme et singulièrement du droit des travailleurs au droit de grève, puisqu'en Pologne, il se passe quelque chose à ce moment-là. Et Villet nous dit que les dissidents de l'URSS qui invoquent les droits de l'homme ne peuvent se le voir reprocher, eux qui, je cite, se battent avec les moyens linguistiques du bord. Lui, il n'est pas sur ce niveau-là, il veut faire œuvre de philosophe, il le dit, parce que l'office de la philosophie, pour lui, c'est d'être ordonnatrice du langage. La montée en puissance de l'État, non pas seulement comme institution, mais comme personne, à la fois, me semble-t-il, objet et partie au contrat social dans ses dernières réalités théoriques, explique sans doute cette subjectivation du ius et la transformation de la liberté, de la propriété, de la sûreté en des biens qu'on pourrait finalement considérer comme extérieurs et répartissables au prix d'un effort théorique que nos amis jésuites nous aideront, le cas échéant, à réaliser. L'abstraction de l'État, me semble-t-il, rend possible l'extériorisation de l'intérieur, puisque les droits de l'homme sont d'abord opposables à l'État pour le rappeler à ses devoirs. Ce qui est très important, c'est que quand Villet vous parle de ius, il vous dit qu'au fond, c'est un équilibre subtil entre des devoirs, des charges et des gains, des avantages, et que voir le droit à, au sens de droit subjectif, comme un pur avantage, c'est absurde. Oui, sauf si on accepte l'État comme personne qui peut faire partie des plaideurs et qui va, si j'en suis la théorie de Locke, il faut prendre un peu de liberté, mais pas trop pour garantir les autres libertés, va pouvoir être un des acteurs de cette répartition par qui? Par un juge de qui? De l'autorité judiciaire de l'État. Et c'est là tout le paradoxe, me semble-t-il, de notre postmodernité, là où nous arrivons aujourd'hui. La grande bascule, elle consiste à passer de ce que Villet voit dans le ius, à savoir la répartition juste des biens extérieurs entre les plaideurs au terme d'une procédure judiciaire, ius, res, causa, tout ça c'est lié pour lui, à une garantie, passer de ius à une garantie, et c'est là le cœur de l'état de droit qu'on devrait sans doute appeler l'état juridictionnel, comme y invite notamment Éric Desmond. Et par quoi? Par la procédure judiciaire, du respect par l'État de son engagement constitutionnel de ne pas s'accaparer les biens extérieurs et non extérieurs, la liberté, la propriété, la sûreté. Il y a une logique de juste répartition qui refait surface, me semble-t-il, mais au prix de deux accommodements. D'abord, la reconnaissance de l'État comme l'un des plaideurs, je viens de le dire, et deuxièmement, la reconnaissance de biens non extérieurs comme objet de la répartition, comme objet d'une extériorisation construite, artificielle, disons-le franchement. Reste le rôle central de la jurisprudence pour assurer cette juste répartition, parce que les déclarations normatives, qui restent quand même des déclarations, du type Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont dans leur rédaction fatalement évanescentes, floues, essentiellement morales. La juridicisation doit se faire par le juge, par la pratique, in casu, oui, comme avant en réalité. Là où le bien intérieur, qu'est la liberté, la propriété, la sûreté, va trouver peut-être une traduction matérielle et extérieure suffisamment tangible pour que le juge puisse procéder à la répartition entre l'État et le justiciable menacé
par l'appétit du Léviathan. Mais ça, évidemment, Michel Villet n'a pas forcément eu le temps de le voir comme réalité, pour une simple et bonne raison, c'est que l'ouvrage date de 83, Villet est mort en 88, la possibilité pour les Français de déposer une requête contre la France devant la CEDH n'en était qu'à ses balbutiements, de même que les contrôles de conventionnalité au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par les juges internes. Villet est mort 1 an avant l'arrêt Niccolo rendu par le Conseil d'État. Or, et c'est vraiment, me semble-t-il, intéressant quand on se demande s'il n'y a pas un éternel retour du réel judiciaire, qui serait une sorte de substrat formel du droit, chasser le droit naturel, il revient au galop, dans la pratique concrète et prétorienne du contentieux des droits fondamentaux, il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant, même si on va voir que c'est très ambigu. Le maître mot en la matière, si vous regardez ce qui se fait depuis 15 ans, au moins en France, c'est évidemment le mot proportionnalité. Proportionnalité appréciée in concreto, au cas par cas. C'est le sujet majeur des dernières années pour les civilistes et pour les pénalistes. Le contrôle de proportionnalité au titre du contrôle de conventionnalité, la mise en œuvre concrète des droits fondamentaux. On va revenir sur ce glissement lexical, droits de l'homme, droits fondamentaux, pour découvrir des nouvelles solutions de droit à incidence matérielle concrète, avec partage de biens extérieurs lato sensu, transcription de filiation issue d'une convention de GPA faite à l'étranger, contrôle de proportionnalité, relax ou faible condamnation d'une fémène exhibitionniste qui use de son corps pour exprimer un message politique, contrôle de proportionnalité. Refus d'expulsion d'un étranger au nom de sa vie familiale normale, contrôle de proportionnalité. Et tout ça, in concreto. Et c'est le paradoxe de la postmodernité. Elle garde les droits de l'homme comme ligne de fuite majeure du nouveau droit, tout en affaiblissant la loi qui avait été au centre de la modernité positiviste, en rétablissant la jurisprudence, au moins officiellement, au cœur de la définition du droit, des iura, des solutions au pluriel, de répartition. Le dépassement de la loi par le contrôle de conformité aux normes supérieures a favorisé le retour en grâce des juges tant honnis par la modernité, version Révolution française. La sécurité juridique, censée reposer sur la norme écrite et précise, ça parle aux pénalistes, ça, toute puissante, cette norme écrite et précise, est remise en jeu, avec le constat que le flou des déclarations des droits de l'homme nécessite que le juge revienne au premier plan pour dégager des nouveaux droits de l'homme, le cas échéant, par interprétation dite authentique, mais aussi et surtout pour les appliquer concrètement dans les affaires où les problèmes se posent et les juridiciser dans la logique de répartition proportionnalisée initiale. C'était une contradiction qui était portée ab initio par la théologie révolutionnaire, à la fois portée sur les droits de l'homme, qui implique le juge, et sur le légicentrisme, qui le chasse. Pendant 150 à 200 ans, le légicentrisme l'a emporté sur les droits de l'homme en pratique, sinon dans les discours. Les droits de l'homme demeuraient, selon la distinction de Guillaume d'Occam rappelée par Villet, des iura poli, des libertés concédées par Dieu, tombées du ciel, ou par son versant laïcisé, la nature de l'homme, et qui ne pouvait pas comme tel être revendiqué devant les tribunaux humains, et qu'on ne pouvait pas non plus abdiquer. C'était donné à tous par Dieu, c'est iura poli. Et les droits de l'homme relevaient de cette notion-là. Les droits de l'homme, c'était des droits déclarés, mais pour la plupart non exigibles, faute d'outils pour écarter la loi les mettant à mal, faute d'outils pour contraindre l'État ou l'adversaire à les respecter, encore qu'il fasse faire réserve, on puisse faire réserve de certaines jurisprudences un peu libérales au début du XXe siècle. Les droits de l'homme étaient des iura poli, pas des iura fori, dont Villet rappelle que d'Occam y voyait les droits, donc les proto-droits subjectifs, auxquels on peut renoncer et dont on peut revendiquer, exiger le respect devant les tribunaux. Villet insiste à cet égard sur le fait que le caractère généreusement déclaratif ne préjuge en rien de l'applicabilité et de l'effective protection offerte aux droits de l'homme. Je le cite, Burke fit remarquer que le texte de la Constituante sur le caractère inviolable et sacré de la propriété et le droit de tout homme et des garanties judiciaires n'ont pas empêché les confiscations des propriétés des ennemis de la Révolution, ni sauvé leur tête de la guillotine. Avec la juridictionnalisation tardive
des droits de l'homme. Plusieurs d'entre eux sont devenus, après la disparition de Villet, des iura fori. En somme, avec l'époque postmoderne des droits de l'homme que nous vivons, on reprend les outils et les méthodes classiques. Il peut y avoir débat. Disons qu'on les singe à minima, en conservant les droits de l'homme par ailleurs, objet non classique par excellence. D'où la perplexité du monde juridique, fatale. Les classiques, il en reste quelques-uns, voient toujours d'un mauvais œil l'abus de langage que constitue le recours à la notion de droit subjectif, a fortiori à la notion de droit de l'homme, qui fleurbon son homme abstrait, quand le droit, c'est quand même très concret. Les modernes, eux, sont décontenancés par l'affaiblissement de la loi, par la substitution de l'état de droit juridictionnel, nouvel état de justice, à l'état légal, qui avait fait le régal de la Troisième République. Et puis les postmodernes, quand ils y songent, mais est-ce le cas? Les postmodernes pensent que nous vivons peut-être un dépassement possible des critiques portées par les classiques. Aux droits de l'homme abstraits sont lexicalement substitués volontiers des droits fondamentaux qui zappent la question philosophique du référentiel à l'homme abstrait pour reconcrétiser le sujet de droit par une autorisation du pluriel. Les sujets de droit, aboutissement logique du subjectivisme, à chacun son droit, nous aurait dit le doyen Carbonnier, et le glissement sémantique de l'égalité vers l'équité dans la jurisprudence contemporaine qui va dans ce sens, qui refait un retour en grâce, l'équité. Et puis, peut-être aussi la question du normativisme. Le normativisme voit un culte à la norme écrite, précise, tatillonne jusqu'à l'absurde, penser en amont des pratiques sociales pour dicter de l'idéal abstrait ce que devra être la pratique concrète, c'est substituer une jurisprudence revenue en grâce qui part d'un cas concret, importance de l'incasu, importance de l'inconcreto dans le contentieux européen des droits de l'homme, pour en induire, après un raisonnement officiellement dialectique proportionnaliste, visant une juste répartition entre le justiciable, un autre justiciable, et ce justiciable paradoxal, soumis à sa propre justice, qu'est l'état dit de droit, une solution qui viendra nourrir les cahiers de jurisprudence et qui, par tradition et par affinement consécutif à d'autres arrêts, permettra peut-être plus tard d'y voir plus clair sur le droit, sur ce droit-là en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas résurrection en quelque sorte de l'antique affirmation de Paul, reprise par le Digès. Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Ce n'est pas de la règle formulée que vient le droit, le ius, la solution juste de répartition des biens extérieurs, mais c'est à partir du droit existant, de la solution juste casuistique dégagée par le jurisprudent que la règle est faite. En ce sens, les droits de l'homme ne seraient pas la règle, c'est entendu. Ils ne seraient pas non plus du droit, Villet aurait donc eu raison, les droits de l'homme seraient le contexte moral d'expression historique et volontariste de l'idée de justice générale pour tous les hommes, à l'aune de laquelle le droit surgirait au fil des causas traités par la jurisprudence, précédant le cas échéant la règle qu'on en tirerait plus tard à l'aune de ces résolutions au cas par cas. Les constantes finalement dégagées après plusieurs années des arrêts qu'on aura rendus d'abord. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la pratique contentieuse des droits fondamentaux suppose le respect d'un principe matriciel des droits de l'homme à la sauce CEDH, c'est le procès équitable qui suppose le respect du contradictoire. Or, le contradictoire, c'est le cœur battant de la fabrique du droit, du ius, dont nous entretient Villet. Pourquoi? Parce que le contradictoire, c'est la garantie de l'usage par le juge de la dialectique seule à même d'entendre la contradiction entre les parties pour surmonter leur conflit sur la causa en établissant le ius, la juste répartition entre eux des biens extérieurs objets du litige. Villet ne nous dit-il pas que, je cite toujours Villet, le droit ne se conçoit pas sans la présence active du juge doté du pouvoir de trancher et qui clôt le procès par une sentence qui est une opinion non scientifiquement démontrée, cependant fondée, éclairée par la controverse dialectique qui a pris en considération sur une même cause les points de vue de multiples interlocuteurs. Le droit se découvre par observation de la réalité sociale et confrontation de points de vue divers sur cette réalité, parce que le droit, objet de la justice au sens particulier du mot, est précisément ce milieu dont parlait Stamatios, la bonne proportion, nous dit Villet, des choses partagées entre membres du groupe politique. Le contentieux des droits de l'homme tel qu'il est pratiqué depuis au moins 15 ans
est structurellement contradictoire et dialectique, et a enfin relativisé la portée de la croyance dans la fable légicentriste de la résolution des problèmes de droit par un pur syllogisme quasi scientifique, quasi mathématique, d'application bête et méchante de la norme par la bouche du juge, la bouche de la loi, que serait le juge, et une machine suffirait, ce qui va bien à l'ère contemporaine. Je finis. Reste à savoir, je finis. Reste à savoir si cette vision des choses est viable et pérenne. C'est l'avenir prochain qui nous le dira, sans doute. Le présent nous le dit déjà en réalité, mais on en revient à la question de la légitimité politique à dire le droit, c'est-à-dire à avoir compétence pour procéder à une répartition réputée juste. Chose jugée, vérité judiciaire, je vous renvoie à ce qu'a écrit Aïda Manoukian l'an dernier. Le juge des droits de l'homme, figure protéiforme, on devrait dire les juges des droits de l'homme, est-il imprudent ? Son œuvre prétorienne est-elle une jurisprudence ? Ou est-ce qu'il y a encore une fois, sous couvert de rejuridicisation de concepts non juridiques, un énième tour de bonneteau consistant à dissimuler une lutte de pouvoir, un militantisme politique, en le parant des attributs de l'ars boni et equi, cher au classique, ou de la science du droit axiologiquement neutre, cher au second moderne ? Y a-t-il un ordre au service duquel ou dans le cadre duquel s'épanouit le droit, la répartition juste ? Villey insiste beaucoup sur le caractère incapacitant des droits de l'homme et leur rejuridicisation formelle ne tranche pas le débat. Je termine en disant quelque chose qui me semble que les deux questions difficiles à résoudre, c'est que le droit de répartition pénètre depuis belle lurette la famille dont Villey nous disait qu'à Rome, elle n'était pas soumise au droit, c'était pas un système, un ordre juridique interne, la famille c'était à relever de l'économie et pas du droit. Femmes, enfants, esclaves, ça faisait corps avec le pater familias, tout ça, ça a volé en éclats, ce qui veut donc dire qu'en matière de droit de la famille, en la branche du droit de la famille, il faut raisonner de façon renouvelée. Et puis, l'État des modernes a du plomb dans l'aile, puisque la transfrontalisation, la globalisation normative relativise aussi la portée de la notion de cité, qui est consubstantielle à la notion de droit chez Villey. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas apporter de réponse à l'absence de réponse à Michel Villey sur que substituer à la notion de droit de l'homme pour tenir le rôle qu'ils entendent tenir. Vers quoi on va, on ne le sait pas en réalité, parce qu'on est au milieu de la rivière et qu'on ne sait pas encore vers quoi on se dirige. Peut-être vers ce que redoute Éric Desmond, je le cite, c'est peut-être le point où l'on passe de l'aristocratie judiciaire à sa forme corrompue, l'oligarchie des juges, celle qui pourrait se permettre d'affirmer sans autre forme de procès que celui du despotisme de l'évidence. Vous avez juridiquement tort, car nous avons moralement raison. Est-ce que les droits de l'homme ne permettent pas de pervertir le retour en grâce de la jurisprudence à la faveur d'un despotisme de l'évidence qui dédouanerait les juges de toute prudence parce que de toute réelle dialectique, affaire à suivre. Merci beaucoup, professeur Bruno. Un exposé stimulant, très stimulant. J'ai pris plein de notes, il y a plein de questions. Mais pour l'instant, nous allons poursuivre avec notre collègue Victor Pou. Voilà, tu essayes de tenir jusqu'à 19h30. Et on va essayer de tenir les... Pour que la discussion puisse être engagée dans la dernière demi-heure. Voilà. Cher Bernard, merci de me donner la parole. Avant toute chose, mais rapidement, parce qu'on est pressé, je tiens à remercier évidemment le professeur Titsis pour l'organisation de cette table ronde et plus fondamentalement d'avoir dirigé ce bel ouvrage sur Michel Villey et de m'y avoir convié. Ce remerciement, il n'est pas fin, il est sincère, puisqu'au départ, rien ne me prédestinait à écrire sur Villey, ou plutôt rien ne me prédestinait à être invité à écrire sur Villey. Car à bien regarder mon CV, je suis finalement qu'un civiliste au sens classique du terme. Je m'intéresse plus aux servitudes et aux contrats de vente qu'à la philosophie du droit. Et comme le professeur Bruno, finalement, je ne suis qu'un villéiste du dimanche, pour reprendre son expression, mais je crois que c'est tout à fait exact. Cependant, même si je ne suis pas spécialiste de la pensée villéienne, je pense que je dois beaucoup à Michel Villey. Je dois d'abord en tant qu'ancien étudiant, parce que figurez-vous que mes cours préférés, ça n'a pas été le droit des biens, ni le droit des obligations, ça a été en Master 1 et en Master 2, les cours de philosophie du droit. Et je pense que le fait que ça soit la philosophie du droit enseignée dans les maquettes aujourd'hui, je pense qu'on le doit beaucoup à Michel Villey et à l'influence qu'il a eue sur l'université française. Le fondateur de la philosophie du droit en France.
Voilà. Je sais par ses collègues, il faisait du droit romain, il enseignait, il a demandé la création d'un 2A, de 2CS à l'époque, et comme il était Michel Villet, et on s'amusait, on disait, bon, il faut quand même lui faire plaisir, les historiens. Et là, il ne s'y attendait pas à ce que Michel Villet ait un succès fou. Et c'est bien dommage, parce qu'il n'y a pas d'agrégation en philosophie du droit. Il faut passer par l'histoire du droit. On parle de droit privé, Ouais. d'option Oui. à l'agrégation. Mais aussi en tant que chercheur, et peut-être surtout maintenant en tant que chercheur, parce que Michel Villet m'a fait comprendre, alors avec d'autres, mais surtout lui, qu'on pouvait penser le droit autrement que par ce qu'on l'a appris classiquement, un positivisme un peu classique, et à penser les fins du droit, ce que finalement j'ai pas beaucoup appris en réalité sur les bancs de l'université, si ce n'est en cours de philosophie. Néanmoins, ma contribution d'aujourd'hui aura pour but de poursuivre les réflexions que j'ai pu avoir dans l'ouvrage et de rechercher de façon plus spécifique les résonances de la pensée villéienne autour des questionnements actuels qui intéressent la notion de propriété. Donc je vais donc m'essayer un exercice qui n'est pas forcément aisé, je trouve, parce que Villet n'était pas, et d'ailleurs il s'en est jamais revendiqué, c'était pas du tout un théoricien de la propriété. Pourtant, je reste convaincu d'abord qu'il peut nous apprendre beaucoup sur ce qu'était la propriété, et notamment en droit romain, ça c'est la casquette historien de Villet, et qu'il peut surtout enrichir les réflexions que l'on porte sur la question de l'appropriation, ça c'est plutôt la casquette philosophe qu'il avait. Donc pour ce faire, je vais opérer de façon extrêmement classique, comme on apprend aux étudiants en troisième année que je vois ici, merci d'être là, en 2 parties, et vous m'excuserez, cher Stamatios, pour ce classicisme, en présentant d'abord les apports de Villet, et au regard de ceux-ci, en interrogeant les rapports de la pensée villéienne aux préoccupations contemporaines. En gros, grand 1, les apports, grand 2, les rapports, pardon. Grand 1 donc, les apports. Alors les apports de Villet à la propriété, ils sont indirects. J'ai déjà dit, mais Villet, ce n'est pas du tout un théoricien de la propriété, et je dirais même plus que lorsqu'il évoque la propriété, et il l'évoque directement dans pas mal d'articles, dans des ouvrages différents, c'est toujours en fait dans le cadre d'une réflexion qui est beaucoup plus globale. En fait, il parle soit du langage en droit, soit la question de la détermination du juste, ou encore, et on ne peut y échapper évidemment, à celle du droit subjectif. Étudier la propriété chez Villet, c'est donc entrer, c'est ça qui est intéressant je trouve, de plein pied dans la pensée de l'auteur. Cela étant, si les apports sont indirects, ils ne doivent pas pour autant être minorés. Et pour ma part, je dénote 2 grands apports et qui s'inscrivent, je dirais, dans les 2 fonctions qu'a eu Villet dans sa vie, dans sa carrière, celle d'historien d'abord, je trouve qu'on oublie un peu, on parle souvent du philosophe, mais c'était au départ un historien, et celle de philosophe ensuite. Et vous verrez, je trouve que ces 2 fonctions, ces 2 apports se complètent en fait de façon assez admirable. Donc commençons par le point de vue historique d'abord. On doit à Villet, je crois, et excusez du peu, d'avoir rendu à la propriété romaine sa nature chimiquement pure, c'est-à-dire sa nature objectiviste. Alors, comme souvent chez Villet, qu'on vient d'apporter un peu de nuance dans le propos, et parfois un peu, voilà, et relativiser non pas l'objectivisme du droit romain, mais plutôt l'absence totale de subjectivisme dans le droit romain. Je pense qu'il faut aussi ici raison garder. Cependant, vis-à-vis de la propriété, le fait de rendre compte de l'objectivisme romain fut véritablement un changement de paradigme par rapport à la vision traditionnelle héritée des romanistes médiévaux. Et je pense que pour comprendre l'apport quasiment séminal de Villet à l'histoire de la propriété, il est nécessaire de revenir un peu sur la conception traditionnelle de la propriété chez les modernes. Et pour ce faire, il convient de revenir encore plus loin, c'est à la classification des choses chez Gaius. Pour le célèbre jurisconsulte romain, les choses, donc les res, se divisent entre les choses corporelles, les res corporales, et les choses incorporelles, les res incorporales. Dans cette dernière catégorie, Gaius place notamment les droits, donc les iura, et c'est ainsi qu'on retrouve par exemple certains droits portant sur les choses, comme le droit d'usufruit. Pourtant, c'est ça qui est intéressant chez Gaius, la propriété, elle est absente de cette classification. Elle n'est ni dans les choses corporelles, ni dans les choses incorporelles.
Or, vous le savez, la nature a horreur du vide, et la période moderne a nécessairement interprété cette absence. Alors, pour certains auteurs, la propriété, en fait, se confondrait avec les choses, puisque c'est elle qui donne l'accès, finalement, à la jouissance et à tous les bénéfices de la chose. Dans cette conception, qui est en fait plutôt allemande aujourd'hui, la propriété est donc placée dans la catégorie des choses corporelles. Autrement dit, confusion de l'objet et du droit. D'autres auteurs, dans la filiation plutôt des post-glossateurs, ont prôné que la propriété romaine était bien un droit, c'est-à-dire donc une res incorporales, et donc ne pouvant avoir que pour objet des choses corporelles, les res corporales. Autrement, il y aurait une tautologie. Dans cette conception, la propriété est donc un droit patrimonial portant sur des choses corporelles, autrement dit, un droit réel. Il ne s'agit en fait ni plus ni moins que de la théorie dite classique de la propriété, celle enseignée dans l'immense majorité des amphithéâtres de France et de Navarre, j'imagine. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu un autre professeur qui m'enseignait autre chose, mais en général, c'est ça qu'on apprend. Il n'en demeure pas moins que cette théorie de la propriété n'est pas vraiment fidèle au droit romain. En effet, les objets de propriété sont ici cantonnés au seul bien corporel, la maison, l'esclave, le cheval, puisque la propriété étant un droit réel, elle ne peut porter sur un autre droit réel. Or, selon le digeste, et ça, Villey le démontre bien, il était tout à fait possible d'avoir la propriété, par exemple, d'un droit d'usufruit. D'ailleurs, en droit positif, aujourd'hui, en 2025, même si la doctrine majoritaire réfute l'idée d'une propriété des droits, on évoque en fait plus volontiers le terme de titularité, le fait que l'on puisse céder à autrui son droit d'usufruit à titre onéreux ou à titre gratuit signifie bien qu'on peut en disposer juridiquement, et donc que peut-être cette propriété des droits existe. Et c'est dans ce contexte théorique que Villey est intervenu. Pour le dire simplement, Villey a démontré que la propriété romaine n'était ni une chose corporelle, ni une chose incorporelle, et qu'elle n'était donc pas un droit. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans notre tradition juridique de soutenir que la propriété à Rome n'était pas un droit. Il faut quand même se rappeler que le codificateur, en 1804, il souhaite construire la propriété que l'on a aujourd'hui, 544, au regard de son héritage romain. Donc soutenir, comme le fait Villey, que la propriété n'est pas un droit, c'est également faire le constat que nous vivons dans l'erreur depuis environ plus de 200 ans. Et pour rendre compte de cette erreur, pour la démontrer, Villey a simplement rendu, comme il le fait souvent, le véritable sens du mot proprietas en droit romain. En effet, pour beaucoup d'auteurs modernes, proprietas égale propriété. C'est facile, on traduit, c'est le même mot. Villey a en fait parfaitement démontré que la proprietas n'était pas un droit, et encore moins un droit subjectif, mais une simple qualité d'une chose. La proprietas, c'est donc une qualité objective. Le phénomène d'appropriation en droit romain n'était donc pas du tout en fait traduit par cette notion de proprietas, ça c'est la qualité d'une chose, mais simplement par la notion de dominium. Dominium qui n'est pas pour lui un droit subjectif, mais un simple pouvoir sur la chose. Alors ce qui est drôle et ce qui est extrêmement paradoxal, c'est que cette démonstration de Villey a servi en fait à fonder la théorie dite rénovée de la propriété, que l'on doit en partie à Ginosard, mais surtout à Frédéric Zenati. Et alors le paradoxe, je trouve ça magnifique, c'est que cette recherche de la nature de la propriété conduit ces auteurs, alors même qu'ils se fondent sur Villey, à traduire le dominium romain en droit moderne, et ce qui se fait par quelle notion ? La notion de droit subjectif. Autrement dit, dans cette théorie rénovée, la propriété n'est pas l'un des droits subjectifs, l'un des droits patrimoniaux, mais le seul et unique droit subjectif duquel découlent finalement tous les autres. Le paradoxe est donc immense. Une approche objective de la propriété romaine a donné, par extension, une théorie plaçant la propriété comme un droit subjectif omnipotent. Et pour l'anecdote, je parlais avec Frédéric Zenati, évidemment, Michel Villey était dans son jury de thèse, et il lui a dit à la fin de la soutenance, mais vous êtes finalement mon pire cauchemar, parce que vous aviez le droit subjectif entre les mains, vous auriez pu le broyer, et vous en avez fait un super droit subjectif. Donc en fait, pour lui, voilà, il reconnaissait le caractère brillant de sa thèse, mais en même temps le côté absolument horrible, selon du moins sa définition. Et le deuxième apport de Villey, il est d'un point de vue philosophique.
Dans son ouvrage « La critique de la pensée juridique moderne », que je conseille également aux étudiants de L3, Villers nous propose de regarder autrement ce que pourrait être la propriété. Il nous propose simplement, pour ainsi dire, de retrouver une propriété juste. Et pour ce faire, c'est encore une fois le droit romain qui va servir de référentiel. Mais pour en arriver là, Villers oppose d'abord une critique assez franche à la conception moderne de propriété, et c'est l'absolutisme qui définit un des caractères de la propriété, qui sera l'objet de ces critiques. Pour citer l'auteur, l'absolutisme serait un pouvoir entendu à la fois au sens de dürfen, avoir la permission de faire certains actes, et de mogen, disposer d'un pouvoir physique, la permission dont il s'agit se trouvant garantie par le droit. Ce pouvoir absolu, conféré par le droit de propriété, nous dit Villers, confine à une forme d'arbitraire et de liberté totale d'action. Alors, pour tout vous dire, je trouve que la définition retenue par Villers est quand même très marquée 19e, très marquée politique, et qu'en réalité, l'absolutisme peut se traduire techniquement sans dire que c'est le droit absolu, on fait ce qu'on veut sur un bien, etc. C'est oublier tout de même que dans l'article 544, c'est absolu, oui, mais dans la limite quand même des lois et règlements, ce qui n'est pas rien. Néanmoins, sa critique de l'absolutisme est intéressante, puisqu'en fait, il voit simplement dans l'absolutisme de la propriété, encore une fois, un abus de langage, qui ne correspond en fait en rien à l'observation du réel. En effet, et on ne peut que lui donner raison sur ce point, le pouvoir du propriétaire, aujourd'hui, je veux dire au XXe siècle, quand il écrit, et au XXIe siècle encore plus, il est souvent réduit à peau de chagrin lorsqu'il s'agit d'un immeuble. Mais on voit toujours chez Villers, et c'est l'une de ses grandes forces, cette confrontation qu'il a entre la notion juridique telles qu'elles sont présentées par le droit, par la doctrine, et la confrontation au réel et donc à la nature des choses. Cette critique du langage, on la retrouve aussi à propos de la propriété collective ou de la propriété publique, qui sont, comme le dit très bien Villers, des oxymorons, et qui donc n'existent pas en réalité. De cette critique sur le langage naît une réflexion plus large et plus féconde à mon sens sur la place que devrait prendre la propriété. Et c'est véritablement à partir de ce moment-là que la question de la propriété juste ou de la juste propriété, je ne peux pas encore déterminer quel était le terme le plus exact, mais intervient. Villers prend appui sur sa critique de la pensée moderne et son admiration sans borne, je trouve comme un peu sans borne du droit romain, pour proposer une propriété plus modeste, moins globalisante et donc déliée de subjectivisme moderne sur lequel, effectivement, elle repose aujourd'hui. Cette conception s'inscrit dans la logique du juste selon Villers. Ainsi, le droit a donc pour fonction d'assurer à chacun sa part au regard des capacités et des mérites. C'est pas le communisme non plus, Villers, il ne faut pas se mentir, tout en permettant un rééquilibrage des patrimoines. Ce partage des biens résultait en fait d'un réel social et non en fait comme dans la modernité d'une assimilation de la propriété à la nature humaine. Cette place accordée au juste, elle se retrouve également, je dirais, dans la place que devrait prendre la propriété. En droit moderne, on le sait, la propriété, elle se situe au-dessus de l'ordonnancement juridique. On a tendance à l'oublier aujourd'hui en droit privé, on parle que du droit des contrats, c'est la matière la plus noble, etc., etc. En réalité, si on lit Portalis, il nous dit, l'article 544, c'est l'âme universelle de toute la législation. Le Code civil, il le dit clairement, il est construit uniquement sur un article, c'est l'article 544. C'est comme ça qu'est conçu le Code civil en 1804. Et à Rome, bien au contraire, la propriété, en fait, elle est strictement délimitée aux choses qui peuvent être appropriées, les choses qui ont cette proprietas, cette qualité, excluant ainsi la possibilité de la propriété publique ou de la propriété collective. Le droit romain reconnaissait, bien plus que nous, différentes catégories de choses non appropriables. Les choses communes, alors, qui sont restées en droit français, mais qui végètent un peu dans le livre 2, mais les choses également religieuses, les choses publiques. Dit autrement, pour Villers, l'homme étant ancré dans le social, le droit doit poser à la propriété certaines limites, des garanties nécessaires afin que chacun puisse se voir attribuer le sien. On le voit entre la redécouverte de l'objectivisme romain d'une part et la critique d'une propriété moderne d'autre part, les apports de Villers à la théorie de la propriété, ils sont nombreux. Mais essayons cette fois-ci de pousser le curseur encore davantage en essayant d'établir les rapports que pourrait avoir la pensée villéienne avec les problématiques contemporaines liées à la propriété. Grande donc, les rapports, je vais essayer d'aller vite, mais c'est un peu plus court, rassurez-vous.
Cela dit, on verra. À première vue, les rapports entre Villey et la propriété postmoderne, comme on pourrait finalement l'appeler, ils sont très éloignés. Alors avant toute chose, je replace un peu le contexte de quoi on parle aujourd'hui en propriété. 3 choses, et mon collègue l'a évoqué également. Le développement de la théorie des biens communs, c'est le gros sujet depuis 10 ans dans la théorie de la propriété. La question de l'application du principe de proportionnalité, finalement, vous voyez, voilà. Et la prise en compte de l'intérêt des tiers dans le cadre de la jouissance de la propriété. Par exemple, le droit belge qui a réformé le droit des biens il y a 2 ans, leur livre, je ne sais pas combien, 3 ou 4, reconnaît la prise en compte de l'intérêt de tiers dans la nouvelle définition de la propriété, ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, en France. Mais de manière générale, on peut voir que les problématiques en fait, sont assez similaires avec les critiques données par Villey. En droit québécois et en droit belge, qui sont des droits des biens réformés, alors que le nôtre date de 1804, il n'a pas bougé, l'absolutisme a disparu de la définition de la propriété. On évoque simplement aujourd'hui, dans ces droits-là, le droit le plus complet que l'on peut avoir sur la chose. Et la raison de ce changement, c'est très intéressant, qu'on regarde ce que nous disent ceux qui ont fait la réforme, c'est en fait la confrontation du langage au réel, exactement comme Villey. Ils nous disent en fait qu'effectivement, pourquoi concevoir une propriété absolue alors qu'en réalité, elle ne l'est plus quand on observe en réalité les faits. Et c'est donc la reprise de la critique de Villey, peut-être d'ailleurs sans le savoir, je ne sais pas s'ils ont forcément lu Villey, mais ils sont arrivés finalement à la même conclusion. Et je finirai, c'est ici peut-être une intervention plus personnelle, mais je crois que la réception dans les pays civilistes de la théorie des biens communs peut également prendre beaucoup de Villey et de la méthode qu'a à nous offrir Villey. Donc d'abord, qu'est-ce qu'un bien commun parce que ce n'est pas forcément connu de tout le monde, on est quand même ici dans quelque chose d'assez confidentiel. On peut trouver 3 critères à un bien commun. C'est une ressource, foncière ou informationnelle. Alors, ça peut être une pêcherie, ça peut être une forêt, ça peut être un logiciel. Ensuite, une communauté d'utilisateurs de cette ressource, communauté qui est finalement transcendée par une finalité collective. C'est vraiment un intérêt collectif qui prime sur les intérêts individuels, par exemple la préservation d'une forêt, voyez, et organisée autour d'un système de gouvernance, créant des droits et obligations pour les différents membres de la communauté. Et enfin, c'est un système de propriété qui opère un partage des utilités du bien entre ces différents membres de la communauté. Voilà la définition donnée par les économistes des biens communs. Alors aujourd'hui, les auteurs qui s'intéressent à ce phénomène des communs relèvent évidemment les tensions qui existent avec la notion de propriété. Les deux notions sembleraient incompatibles. D'ailleurs, on peut reprendre la phrase « propre et commun sont les contradictoires », bien connue. Et en effet, sauf à relativiser la propriété, faire communier les deux est extrêmement compliqué. Alors j'avais essayé dans ma thèse de faire une conciliation entre propriété et bien commun, mais finalement ce n'était possible, en tout cas c'est ce que j'ai soutenu, que par les rémanences, et elles existent en droit positif, en fait de figures prémodernes, donc de figures qui ne sont pas du tout axées sur le subjectivisme. Donc on le voit, ça fonctionne assez mal. D'autres auteurs recherchent la solution dans des fondements différents. C'est ainsi que certains prônent carrément le remplacement de la propriété civile par la propriété américaine, allons-y, alors que d'autres envisagent de rendre compte du potentiel inclusif, donc le versant de l'exclusif, de la propriété. Alors ces entreprises de relativisation, de rénovation, elles sont ambitieuses, savantes, audacieuses, mais finalement elles butent toujours sur le fondement originel de la propriété moderne. Cette propriété, elle est tellement liée à la nature humaine, c'est d'ailleurs l'un des droits de l'homme, qu'elle ne se conçoit que comme un pouvoir individuel d'appropriation. Ce n'est pas partageable la propriété en réalité. Et c'est là, je pense, où Villey peut être d'une aide tout à fait précieuse. En effet, quand on regarde les mouvements des communs, ça tient beaucoup en fait, aux préoccupations écologiques aujourd'hui, et à une forme de retour, pour reprendre les mots d'un historien que j'aime beaucoup, qui est italien, désolé, pas grec, mais Paolo Grossi, du réucentrisme, c'est-à-dire un droit qui est tourné autour du monde des choses, plus qu'autour de l'homme. Et je prendrai ici un article que j'aime beaucoup de Villey, qui se nomme « La nature des choses dans l'histoire de la philosophie du droit », où il explique très bien que la nature des choses, justement, du point de vue des classiques et non pas des modernes, c'est l'observation d'un réel. Et ce réel, cette nature, elle n'est pas limitée, comme pourraient le dire aujourd'hui certains écologistes, à une forme de naturalisme quasiment scientifique ou biologique, mais à un réel social.
on regarde les institutions, les comportements humains. Dès lors, plutôt que de chercher à forcer les concepts, et notamment celui de propriété, à vouloir faire rentrer à tout prix les biens communs dans le code civil, c'est peut-être simplement par la recherche de la nature des choses, de la nature de ce qu'est, de ce que sont plutôt les biens communs, qu'il faudrait procéder. Balde déjà nous disait, sous l'Antiquité, que le droit sort du fait. Et d'ailleurs, Villers reprend ses conclusions. Et je pense que si l'on épouse cette méthode de la recherche en fait du fait, de l'observation de la nature des choses, il sera possible de comprendre véritablement ce que sont les communs. C'est-à-dire un objet au départ factuel, d'ailleurs les études économiques, c'est des études de cas, donc c'est du fait, et qui peut, voire qui doit être appréhendé par le droit, mais qui ne peut pas se confondre avec la propriété. Ainsi, si l'on repart des choses, si l'on repart de la nature, on arrivera, je crois, à déconstruire cette propriété omnipotente qui est le legs de la modernité, pour arriver à une propriété plus limitée dans son empire, plus modeste dans son contenu, et, alors là c'est peut-être le Graal, plus juste. On le voit, la route est encore longue, mais Villers, je le crois, serait un excellent copilote. Je vous remercie. Merci Victor. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit sur la propriété. C'est des communs, effectivement, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, moi j'aurais plein de questions à poser, mais je ne veux pas monopoliser la discussion. Mais je vais d'abord partir en vous écoutant d'un sentiment, enfin quelque chose qui me frappe, c'est qu'au fond, l'on présente, moi qui ne suis pas, je ne suis ni juriste, ni historien du droit, et je ne prétends même pas d'être spécialiste de Michel Villers, même si je l'ai lu. Mais quand on parle de Michel Villers, c'est pourquoi j'évoquais d'ailleurs au début de la présentation de cette séance, je faisais référence au thomisme juridique de Michel Villers, qui est une réalité. C'est le moment de le dire. C'est une réalité objective. Mais au fond, et notamment, c'est très clairement senti dans ce que vous disiez, vous avez parlé de droit romain. On aurait même Aristote était mentionné d'ailleurs aussi. Et on peut se demander, c'est déjà une première question, si Michel Villers ne serait pas beaucoup plus pertinent, et je vous vois sourire, là, vous me voyez arriver sans doute, en le ramenant, si je puis dire, ou en le rapportant, ce qui est mieux, du côté du droit romain, voire d'Aristote. Mais alors à ce moment-là, c'est du droit pré-chrétien. C'est-à-dire que la question qui se pose, vous me voyez arriver de plus en plus, c'est que l'invocation de Thomas d'Aquin, je ne dis pas qu'elle est impertinente, mais elle est très tardive. Et on peut se demander si Michel Villers ne prend pas le risque de se mettre les pieds dans le tapis, si je puis dire, parce que le christianisme est arrivé. Et là, on est devant une problématique qui est à la fois, qui s'inscrit chez Thomas d'Aquin dans un continuum, ça c'est indéniable, c'est un grand héritier de la pensée d'Aristote dans le domaine de la philosophie juridique et politique, et aussi du droit romain, Cicéron, etc. C'est parfaitement démontré. Et Michel Villers, évidemment, le savait. Mais c'est un chrétien. Alors, c'est bien d'être chrétien. Moi, je suis chrétien aussi, d'ailleurs. Rassurez, vous le savez, d'ailleurs. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle de Guillaume de Cam, il n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a le concept de personne. Et il y a d'une certaine manière, déjà, par la personne. D'ailleurs, Léo Strauss le reprochait. Michel Villers renvoie aussi à Léo Strauss, philosophiquement. Il dit très clairement que même Marcille de Padoue, enfin, les grands aristotéliciens chrétiens, sont déjà dans l'erreur. Tout simplement parce que ce sont des chrétiens. Et donc, ils ont introduit la subjectivité. Nous y voilà. Et Guillaume de Cam, il ne faut pas lui faire un procès non plus injuste. Il est la conséquence radicale de ce qui se prépare de manière un peu en sous-main, si je puis dire. Et il n'y a pas que la question de la puissance chez Guillaume de Cam, il y a la question du singulier. Alors tout ça va forcément faire basculer les choses du côté du... Évidemment, le droit subjectif, ça veut dire d'abord c'est du singulier, et ça va donner de fait le pouvoir sur
Donc, c'est plein d'ambiguïtés. Mais ça met là, on est devant un vaste problème. Alors du coup, je termine sur la question du christianisme. Vous évoquiez, à très juste titre, le droit naturel chez Hobbes, qui est très différent encore chez Locke. Il ne faut pas non plus les caricaturer, parce que chez Locke, il joue encore une fonction différente. Mais évidemment, on a des penseurs qui baignent toujours dans un monde chrétien. Et entre-temps, entre Thomas d'Aquin et Hobbes, il y a eu les guerres de religion. Alors il faut combattre et régler un problème. Et donc l'essor de l'individu va devenir très important, et donc de la subjectivité qui va s'accompagner. Alors on peut toujours dire les droits de l'homme de 89, 1776 aux États-Unis, c'est les droits de l'homme. Bon, ben oui, mais faisons de l'histoire. Il n'y a jamais... rien n'arrive par hasard. C'est pas comme il n'y a pas eu un Deus ex machina qui a fonctionné maléfique absolument pour introduire un autocentrage de l'homme sur lui-même. Il y a des raisons à cela, et des raisons qui ont été très émancipatrices. Alors en même temps, c'est vrai qu'on le paye autrement. Moi, par exemple, j'entends parfaitement tout ce que vous disiez sur la dimension très créancière du droit, qui est un véritable problème. Et un individu, ça ne fait pas un sujet d'ailleurs. Et l'individu approprie les choses par rapport à lui-même. Alors Villet a mis le doigt où ça fait mal, et avec raison. Mais il faut avoir tout cela à l'esprit. Alors ça m'a amené aussi, moi j'étais aussi très intéressé par ça m'a fait avancer, parce qu'il se trouve que je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même publié des travaux de Kelsen, notamment Dieu et l'État. Il y a 100 ans tout juste, enfin un petit peu plus maintenant, 1922-1923. Et le positivisme juridique, évidemment, c'est comment fonder la science du droit, un droit qui n'existe que par lui-même et qui congédie tous les dualismes métaphysiques. Donc évidemment, invoquer la loi naturelle pour fonder le droit, c'est une pure aberration pour un kelsénien et par Kelsen lui-même, évidemment. Et en même temps, ce que vous disiez, c'est que... alors je ne sais pas si c'est forcément du subjectivisme d'ailleurs. On peut se demander si ce n'est pas un objectivisme par un autre biais, parce que c'est la science objective du droit qui se produit elle-même et qui crée la hiérarchie des normes. Et puis la hiérarchie, enfin c'est un mot qui doit vous parler, la hiérarchie des normes, c'est énorme, si on peut le dire. Je ne suis pas sûr que Kelsen était aussi subjectif que ça, d'ailleurs, finalement. J'en suis pas certain. On ne parle pas exactement de la même chose à ce moment-là. Mais le problème, c'est que, évidemment, un droit qui ne se réfère qu'à lui-même se fragilise au fond. Ça pose la question de son fondement philosophique. Et il y en a un chez Kelsen, mais qui finit par générer un droit qui devient technique au fond. Et là, je parle sous le contrôle de connaisseurs, mais je crois que c'est le problème. C'est un droit sans finalité. Voilà, c'est un droit sans finalité, exactement. Alors, et en même temps, il y a une chose moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est que on peut se demander, je n'avais pas pensé à ça, et ça m'éclaire, et c'est certainement une porte de sortie qui peut se jouer de manière empirique, à propos de la question de la nature. C'est-à-dire, et vous avez beaucoup parlé de répartition, et même la propriété qui n'est pas un droit, donc c'est une répartition. Alors, le droit romain, bien sûr, ius, pour un Romain, ius et droit, c'est la même chose. Alors, évidemment, c'est objectif. Et pour nous, c'est plus la même chose. Et là, de fait, on est devant un enjeu linguistique, mais qui renvoie à un enjeu philosophique extrêmement important. La langue, c'est une manière de penser. Et on ne parle plus latin, on ne pense plus romain. Alors, est-ce que la question de la répartition, un retour possible objectif à la répartition, n'est peut-être pas en train de se produire, moi je dis ça, je suis totalement béotien, de l'intérieur même du droit positif, parce qu'il est obligé de produire, s'il veut être un peu juste, de produire quelque chose qui est plus proche de la nature humaine. Ça serait quelque chose de plus... Si on veut qu'il y ait de la répartition, il faut sortir de la subjectivité, forcément. Ou peut-être pas sortir de la subjectivité, mais d'un rapport plus exclusivement possessif. Et donc, le droit positif pourrait peut-être retrouver quelque chose qui est extérieur à lui-même, qui est beaucoup plus inhérent à ce qu'est la nature humaine. Je ne sais pas, c'est une question, mais j'ai entendu un petit peu comme ça ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'au fond, c'est moins l'invocation d'une loi naturelle dont on ne sait plus très bien ce que c'est,
que la production de quelque chose qui est plus que ce que le droit positif peut nous dire. Enfin, quelque chose qui, par cette logique de la répartition des biens. Moi, je l'ai entendu comme ça. Je l'ai entendu comme ça. Et là, pour le coup, c'est vraiment une question. Je pense que c'est une ambition. Je pense qu'elle est vouée à l'échec. D'accord. Alors, vous dites qu'il y a des voies à l'échec. C'est une fin. Hein. Mais voie à l'échec pour quelle raison alors? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est encore, permettez-moi l'expression, entre deux eaux, entre un légicentrisme qui voudrait, parce que quand vous dites le droit positif, en réalité, c'est quoi? C'est le droit positif tel que fait par les juges à partir des textes flous supérieurs à la loi, ou la loi positive qui vient nous poser des limites à la propriété. Vous en parliez tout à l'heure, 544 renvoie aux lois et règlements. C'est la multiplicité des lois et règlements qui fait la contrepartie de l'absolutisme de la propriété. Et on est encore entre deux eaux. Et je pense qu'il va falloir très longtemps avant de résoudre ça. On est sur ce... Parce que comme on ne sait plus d'où vient la norme... Ah oui, alors ça c'est bien sûr... Forcément, on ne sait pas non plus ce qu'est le droit. Hein. Il y a quelle scène Oui. énormément, puisqu'au moins il est conséquent, il est clair, même si je me situe aux antipodes, d'accord, qui rejette la métaphysique. Merci. Lorsqu'on arrive en les grandes normes, il est impossible d'expliquer qui a posé les grandes normes, si ce n'est que quelqu'un qui dépasse la volonté humaine. Il fait de la métaphysique en rejetant la métaphysique. Est-ce que, moi, je m'adresse aux juristes que vous êtes. Est-ce que c'est vrai ou non? La première des choses. La deuxième des choses, là, ce que Maxime, vous m'avez éclairé avec l'idée de répartition et Victor avec l'idée de propriété. Là, l'idée des répartitions, c'était très juste. L'idée des répartitions nous renvoie non pas à la propriété, mais à l'idée de justice chez les Grecs, dikaiosine, qui est à la fois une justice qui énonce les dikaion. D'accord? Or, la propriété qui est ce qui revient, n'est-ce pas, ne saurait exister qu'à partir de l'idée de diké. C'est pourquoi les Grecs ont fait, et Aristote, hein, pour ne pas dire Platon, même s'il a dit avant Aristote, il faut, dans l'éthique à Nicomaque, livre 3, c'est une idée cardinale qui est télia, qui englobe toutes les autres vertus. On ne peut pas se passer de la justice. N'est-ce pas? La propriété arrive avec qui? Puisque c'est Villet, c'était son obsession. Comme il était directeur de mes travaux, il me disait Tzitzis, Aristote, et c'est lui que je déteste, Hobbes. Il détestait Hobbes, mais il enseignait Hobbes, puisque c'était... Alors, et là, c'est lui qui m'a fait réfléchir, que j'ai trouvé, et il était d'accord. La justice ne saurait exister sans la propriété. Pourquoi? L'idée de justice commence à partir du moment où les Léviathan distribue les teum et les meum, c'est-à-dire il définit la propriété. Hobbes se situe aux antipodes des Grecs, pour faire plaisir et honneur à Villet, Aristote. C'est le renversement de toutes choses. Là. Et comme Victor, vous l'avez démontré, vous m'avez fait réfléchir, et Maxime, sur ce qui revient. Mais ce qui revient, ce n'est pas la propriété, c'est la justice. Là, pour les Grecs, d'où? Absolument. Mais même Villet le dit. Oh, oui. C'est la justice, il est normal que l'ivrogne est moins que celui qui travaille. Autre chose que j'ai découverte, là, puisque en étant de mauvaise foi, il fallait que je contredise Villet. Ce qui l'agaçait, un jour m'a dit, vous me faites un dossier, et on va en discuter, on ne peut pas quand même parler, vous et moi. Il y a les étudiants. Voilà. C'est cette idée de ius. Et pour Villet, c'est le ius romain, mais c'est le ius, les dikaion. Et Villet disait, le ius, qui est le dikaion, est une res, une chose, cette res. Or, moi, en étant subjugué par Platon, je lui disais, le ius, c'est une idée
qui existe figé au monde des idées. Ça, c'est vous qui le dites. C'est de la métaphysique, ce n'est pas du droit. Et j'ai cherché dans la littérature grecque ce qui pourrait démentir Michel Villet. Et je trouve quand même, dans les tragédies, les coforts, non pas ceux qui s'opposent à Michel Villet, mais ceux qui s'opposent à mes idées qui étaient de mauvaise foi. Il dit, Achille, les dikaion, to dikaion metaveni. Le droit se déplace. Ça ne peut pas être quelque chose de figé dans le monde des idées. C'est une chose, puisque les choses se déplacent. Et Aristote dit que le droit naturel, contrairement aux stoïciens, contrairement à Villet, contrairement au droit naturel moderne, là il était grand ennemi, ce n'est pas quelque chose qui todikeon, keniton esti, est mobile, est en mouvance, n'est jamais figé. Parce que ce n'est pas une substance. Voilà. Alors là, je me suis dit, je suis allé lui dire, mais quand même, il m'a dit, vous allez, je terminerai là, c'est pour alléger un petit peu l'atmosphère. Il m'a dit, alors Titis, vous venez encore me contrarier? J'ai dit non, je les regrette, je suis venu vous donner, malgré moi, raison, et ça me contrarie, point, puisque je ne peux pas quand même. Il était génial, Villet. J'ai trouvé tout ce qui était la substance du droit ou chez les tragiques. Excusez-moi. Merci beaucoup. Non, monsieur, la parole est. Il nous reste une dizaine de minutes. Et vous avez un micro en plus, grâce à une étudiante qui a bien voulu. Qui veut parler? Qui a des questions à poser? Je sens, non, monsieur. Oui. Mais vous avez compris l'esprit. Allez-y, voilà. Arnaud. Non, c'est David. Arnaud. Allez. Oui, non, j'ai une petite question sur Michel Villet. On vous dit beaucoup que Villet définit le droit comme ce qui est juste, comme ce qui est adéquat à chaque situation. Est-ce qu'il n'y aurait pas malgré tout une lacune chez Michel Villet qui, pour contrer le normativisme, aurait oublié de penser un peu la loi et le tout nomon dont parle Aristote? Voilà, c'est une question que j'ai. Moi, c'est pour Titis. Est-ce que quand vous dites que le droit n'est pas figé, est-ce que ce ne serait pas une vision un petit peu sophiste, la vision des sophistes, la vision qu'auraient les sophistes de la chose? Les sophistes, il n'y a pas de droit. Pour les sophistes, c'est le pouvoir. Ce qui a le pouvoir impose ou ses intérêts ou son avis. Thrasymachus dans la Politeia et les fragments, dans les Protagoras, on les trouve aussi, et dans les fragments de Protagoras. Pas de droit. Pas de monde qui n'est pas un monde de phénomènes. Tout est relatif, il n'y a pas de vérité, il y a la véracité. J'essaie de te convaincre que je détiens la vérité, c'est ça la vérité, si vous voulez. La vérité objective n'existe pas. Il s'oppose radicalement à Platon, et comme mon ami, il a dit un mot qui résume la nature des choses, le réel. Pour eux, il n'y a que l'interprétation du réel, il n'est plus rien, et non pas le fond des choses, c'est tout ce qui est apparence. Est-ce que je puis répondre à votre question? Tout est convention. Mais est-ce que ce ne serait pas la vision inverse de celle qu'auraient également les philosophes classiques, pour qui il pourrait y avoir une réalité juridique qui conviendrait de découvrir, et pour qui le droit, comme toute autre notion, n'est pas un concept mouvant, chose qui rejoindrait plus d'ailleurs la vision que pourrait avoir Héraclite, pour qui Pantarei aurait tout cool. Avant Aristote, il a dit, et vous l'appliquez dans les
dans le domaine de la philosophie du droit d'Aristote. Aristote confirme tapantarei, hein, tout bouge, rien n'est mobile. Mais et c'est ça, Villers, tout en étant croyant, hein, il était aristotélicien, puisque comme il y a une expression, il a résumé avec un mot ce que c'est que la nature des choses, puisqu'il y a des commentateurs de Villers qui commencent à expliquer ce que c'est que la nature des choses, et M. Poul a dit, c'est le réel, l'observation du réel. Ça, c'est ce qui est. Or, c'est une question d'interprétation. Aristote va au fond, et je vous dirai comment il va au fond très brièvement, alors que eux, ils restent sur les apparences, et sur les apparences, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la victoire du plus fort, n'est-ce pas? Là, ça, c'est dans Gorgias, avec Prodikos, c'est le meilleur, c'est celui qui est le plus fort. Là, ce sont les sophistes. Aristote commence différemment. D'abord, il veut se réconcilier avec Platon. Il ne va pas dire, et il y a le panthéon des philosophes, hein, où il montre, Platon montre le monde des idées et Aristote le monde d'ici-là. Alors, et on a dit, l'interprétation, c'est des mondes qui ne s'opposent absolument pas. Platon lui dit, il y a les idées, et Aristote lui dépend. Je ne refuse pas les idées, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le réel. Pourquoi? C'est une phrase qu'on veut ignorer, hein, Todikaion legetai polachos. Le droit se dit de plusieurs façons. Il n'est pas phénoménologue comme les sophistes. Il ne rejette pas le monde de Platon, mais le droit peut venir d'en haut. C'est ça qui intéresse Aristote. C'est l'application du droit. Il n'est pas positiviste, il n'est pas matérialiste. Il essaye d'analyser, comme mon ami Victor a dit, le réel. Et dans le réel, il y a les trésors de vérité éternelle, mais lui, il s'attache aux expressions du droit qui sont valables dans une société. Est-ce que nous sommes d'accord ou oui, non? oui, absolument. Mais je vois qu'une personne... C'était plus pour faire deux remarques, peut-être un peu impertinentes. La première, en tout cas, je ne suis pas convaincu par votre... Oui. Je ne suis pas absolument convaincu par votre remarque sur le fait que Villers était... que les références d'Aristote soient pré-chrétiennes. Si on prend la finalité... Vous parlez plus fort. Monsieur, vous pouvez venir ici. Bon, moi, si ça va, voulez. j'entends, mais... Moi, j'entends, ça va, allez-y. En civil. Et les quelques points de détail où le législateur a innové, soit il a levé une jurisprudence, très bien, soit il a créé des textes qui, après, ne sont pas appliqués. Je pense à cette innovation sur l'enrichissement sans cause, où le législateur a envisagé le cas de l'enrichi
Oui, alors vous avez tout à fait raison sur le légicentrisme. C'est d'abord du discours, mais c'est le discours fondateur de la deuxième modernité liée à la Révolution française. Mais c'est un discours que balaye Portalis dès le départ, en réalité, puisque Portalis passe le discours préliminaire du Code civil à faire l'éloge de la jurisprudence, sauf en droit pénal. En droit pénal, il ne faut point de jurisprudence. Or, et c'est tout le problème de l'appréciation du droit par ceux qui sont les premiers concernés, à savoir les justiciables, vous, le peuple, c'est que la vision qu'on a du droit est déformée par la surreprésentation qu'on se fait du droit pénal dans la notion de droit, alors que le droit pénal, en réalité, devrait être un droit d'application strictement subsidiaire. Mais le discours légicentriste a eu une portée considérable. Pourquoi ? Parce que les premières applications des droits de l'homme intéressantes pour ce qu'elle se proposait d'être d'une résistance à l'oppression d'un État gourmand en liberté, c'est là où l'État vous prend le plus facilement vos libertés, c'est-à-dire en droit pénal. Il reste encore 2 minutes. Je peux rajouter, je peux répondre, chers messieurs, à votre première remarque. Non, très brièvement, Stamatheos. Très brièvement. Là, qui était très pertinente. Ce qui m'a préoccupé, et Villers disait, laissez l'Évangile et occupez-nous d'Aristote. Il ne voulait pas compléter sa pensée. Lorsque le Christ parle de cette donation, de cette gratuité, il s'est rapporté à sa morale, à ses idéaux. Mais lorsqu'on fait entrer un jugement dans cette affaire, moi je retiens ce que Saint Paul a dit. On lui a dit, mais messieurs, pour être sauvés, il faut connaître le Christ. Et ceux qui n'ont pas connu le Christ, ils iront où? Et il a répondu, à chacun selon ses actes. Si ce n'est pas ça, la justice particulière, dites-moi ce que c'est. Oui. Non, c'est pas un bien, c'est même pas un bien du actes. tout. Là, pour Saint Paul, dépend des actes. Il ne faut pas oublier que Saint Paul connaissait très bien le grec, il était romain et s'était converti au christianisme. Il voyait de notre œil les paroles du Christ. Certaines fois, d'ailleurs, si vous êtes d'accord, le paulisme et le christianisme et la christologie ne sont pas d'accord. Juste un mot pour ce que je ne veux pas botter en touche par rapport à votre remarque, mais attention, l'univers de pensée biblique, par de la seule personne du Christ, et Victor parlait de la propriété, c'est très intéressant de ce point de vue, c'est que l'homme n'est propriétaire de rien. Donc on n'est vraiment pas du tout dans un mode de pensée grec. L'homme exerce une vicariance en quelque sorte. Donc c'est un intendant. J'ai même un jour dit, au fond, l'homme est locataire dans la Bible. C'est un usufruitier. C'est un usufruitier, oui. Voilà. Donc la problématique n'est quand même pas du tout la même. Et d'ailleurs, cela dit, ça rebondit sur cette affaire de pauvreté. Je parlais de Guillaume de Cam, mais la querelle de la grande pauvreté, bien sûr. les franciscains leur but, c'est de franciscaniser toute l'Église, au fond. C'est que nous n'avons pas, dans l'Église, à être propriétaire de quoi que ce soit. Ça répond à ta question par un autre. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est la querelle de la grande pauvreté qui a permis l'invention du concept quand même exceptionnel qu'on a aujourd'hui partout, de la personnalité morale. Oui. C'est vu qu'on est propriétaire de rien, mais qu'on a quand même bien une bibliothèque, des habits, etc., qui est propriétaire, en fait, c'est l'Église. Mais l'Église, c'est quoi? Du coup, c'est la personne morale de l'Église. Oui. Donc, c'est quand même assez formidable. Ah bah oui, mais les premiers écrits, les pères de l'Église, Saint Ambroise de Milan, etc., sur la propriété, c'est vraiment... la propriété, elle ne doit pas exister, quoi. Enfin, c'est réservé à Dieu, hein. Oui, absolument. Oui, ils restent tout à fait dans un schéma de pensée biblique. Tout à fait. Pour rebondir. Alors écoutez, je rebondis juste. Parce que votre remarque est d'autant plus pertinente que Villers passe le chapitre 8 entier du bouquin et essaie de se justifier sur ce point-là en disant très simplement qu'il ne faut pas tout confondre, que la justice biblique n'est pas la justice particulière, et il nous dit, à plus forte raison, le droit est obligé, saint Thomas est obligé d'aller chez Aristote. C'est pas de l'avéroïsme, il est obligé d'aller chez Aristote. Pourquoi? Parce que le droit sur lequel l'Évangile est muet.
Et voilà, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre Dieu par... Quand il parle de Duns Scotus et surtout de d'Occam, et de la seconde scolastique et des Espagnols en particulier, il va leur reprocher quoi? Du cléricalisme, c'est-à-dire de mettre l'évangile là où l'évangile n'est pas, c'est-à-dire dans le droit. Oui. C'est tout le chapitre 8 du bouquin. Bon, écoutez, il nous reste à remercier nos 3 intervenants. Et vous avez leur magnifique livre là qui est à votre disposition. Merci beaucoup.